PowerPoint et le téléchargement pour le webinaire. Et puis pour ceux qui n'ont pas été inscrits, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis on vous enverra si vous voulez le replay du webinaire. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc, je vais partager le PowerPoint. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation de ce qui se passe en termes de classification et de ce qu'on a voulu faire évoluer en termes de classification avec l'accord du 10 juillet 2023 sur la convention collective assainissement et maintenance industrielle. C'est une présentation qui est assez globale, mais qui va permettre, avec vos éventuelles questions, d'observer et puis de trouver un peu les points sensibles ou les points de difficulté qui seront potentiellement à développer dans des prochains webinaires ou alors sur la foire aux questions qu'on mettra sur le site internet de Maillage pour avoir les questions-réponses qui pourraient intéresser tout le monde. Bien évidemment, vous le savez bien, il n'y a pas de questions idiotes, donc n'hésitez pas parce que ça peut aider certains et puis d'autres qui liront le FAQ. Donc ça, c'est important. Et puis, on va commencer. Donc, petite diaporama un peu fourre-tout, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de poser le contexte. Qui, quoi, comment et pourquoi, ou comment, pourquoi on est arrivé à se dire qu'il fallait qu'on intervienne sur les classifications de la Convention. Alors, le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire un cours sur le rôle de la branche, mais de vous dire qu'un des principaux rôles de la branche, c'est de gérer la convention collective applicable aux salariés du secteur assainissement, donc les salariés d'une entreprise qui ont une activité principale qui est celle de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Alors j'insiste bien parce que c'est vrai que chez nous, on a des codes APE, des codes NAF qui sont différents, mais ça, les codes APE n'existent qu'à titre indicatif. Ce qui compte, c'est vraiment l'activité principale de l'entreprise. Donc à partir du moment où vous avez une activité principale qui est l'assainissement et la maintenance industrielle, on applique cette convention collective. Sur le qui à négocier, alors tous les syndicats patronaux ne gèrent pas une CCN, mais toutes les CCN sont gérées par des syndicats patronaux et des organisations de salariés. Donc nous, autour de la table, on a une commission sociale qui est composée de partenaires sociaux, de syndicats de salariés représentatifs et de représentants des entreprises adhérentes, donc vous. Du coup, on a à peu près 15 membres autour de la table. Et en fait, ça nous aide à avoir différents points de vue et de pouvoir ouvrir des négociations sur différents points qui vont être des accords ou des avenants de révision qui composent la convention collective. Mais les négociations ne vont pas forcément aboutir à la conclusion d'un accord. On va ouvrir des négociations, mais on ne va pas forcément aboutir à un accord et pouvoir le signer. Donc, pour les classifications, autour de la table, on avait la CFDT, la CGC, FO, la CFTC et je crois que je n'ai oublié pas, et l'UNSA. Voilà, petit clin d'œil à l'envoi que je vous avais fait sur la nécessité d'avoir votre retour sur la fiche représentativité, parce que c'est ce qui nous permet de négocier des accords et des avenants au niveau de la convention collective. Donc, quand et pourquoi? Alors, la branche, comme toutes les autres branches et comme toutes les entreprises, a l'obligation d'ouvrir des négociations sur des thèmes divers et variés de manière permanente, tous les 4 ans, notamment pour les salaires, tous les 5 ans pour les classifications. Et en fait, on a été amené à se poser la question des classifications parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé sur la nouvelle dénomination, anciennement FNSA, maillage. Et on s'était dit qu'effectivement, avec tous les interviews qu'on a pu faire des entreprises adhérentes sur cette nouvelle image de la fédération, sur la cartographie des métiers, sur les métiers et les emplois qu'elle représente, on s'est dit que c'était un peu vieillissant et qu'il fallait un peu rénover les choses. Donc ça a été un élément. Et puis, il y a eu aussi l'élément de se dire qu'on avait besoin aussi de reconnaître le professionnalisme des salariés de la branche, indépendamment du matériel qu'ils utilisent, qu'ils avaient vraiment une certaine expertise, une certaine technicité, qu'il fallait peut-être qu'on les appelle autrement que chauffeurs-opérateurs, et puis qu'on les appelle autrement que chauffeurs pour éviter aussi l'amalgame avec la profession de transporteur routier qui est souvent, quand on fait un sourcing avec des candidats, on a un problème, notamment avec Pôle emploi, sur la mauvaise compréhension de nos métiers. Et donc, pour le recrutement, je pense que c'était important aussi qu'on travaille sur ces profils-là et sur ces classifications-là.
Et puis, c'était une demande aussi depuis très longtemps des organisations de salariés. Et puis une obligation légale, donc finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'y mette. Alors la difficulté, c'est toujours le comment, c'est toujours la question, par quel bout commencer? Parce que même en échangeant avec d'autres branches professionnelles ou avec des entreprises qui ont mis en place des accords sur des classifications, bah, c'est toujours difficile. On ne voulait pas aller dans la pesée, donc prendre un cabinet d'audit pour peser les emplois et donner un coefficient à certains critères comme l'expérience, le diplôme, l'autonomie, la responsabilité, etc. Ça peut prendre des mois. Sur une branche, c'est compliqué parce qu'on a différentes entreprises. On a des TPE, des PME, des groupes. Donc, c'est compliqué d'harmoniser tout ça. Et puis, parfois, quand on arrive à un accord, ben, il suffit qu'on ait une majorité de syndicats qui n'adhèrent pas. On signe pas, on n'applique pas. Donc, tout ce travail, on se disait que c'était un peu compliqué. Voilà, donc nous, on a décidé plutôt de ne pas révolutionner la classification, mais de la faire évoluer, de la moderniser, c'est ce que je vous disais. Et donc, de plutôt se faire accompagner d'un cabinet d'avocats en droit social qui démontrait une certaine neutralité vis-à-vis des OS et qui permettait de remettre le curseur au milieu et de se dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est toiletter un peu les classifications, permettre un peu plus de respiration entre les coefficients et puis essayer d'aider notamment les TPE, PME avec des fiches emploi repères pour aider à classer les nouveaux salariés ou les salariés déjà dans l'entreprise, mais pour pouvoir avoir une certaine cohérence au niveau des classifications. Et puis surtout, ne pas empiéter sur les accords de classification qui sont déjà en place dans les entreprises du secteur, parce qu'on n'est pas là pour imposer des choses, mais vraiment à titre indicatif. Voilà. Donc ça, c'était très important. Donc, pour aboutir à cet objectif, on a effectivement fait pas mal de réunions préparatoires et puis de sondages aussi des différentes entreprises qui sont autour de la table et puis même adhérentes à la fédération. Et donc, on a essayé de respecter un certain calendrier qui était assez short, mais en fait, ça a permis de justement pas trop réfléchir à des choses un peu complexes. Et donc, le 22 novembre 2022, avec le cabinet d'avocats, on a réussi à signer un accord de méthode qui organisait les réunions de travail parce qu'il a fallu faire des réunions préparatoires avec les organisations syndicales, elles toutes seules de leur côté, nous tous seuls au niveau patronal, après tous ensemble. Donc, ça a créé beaucoup de réunions paritaires, beaucoup de temps, beaucoup de personnes, d'entreprises adhérentes qui ont collaboré, qui ont pris du temps pour nous aider. Et ces idées échangées lors des réunions préparatoires ont donné lieu du coup à la signature de l'accord de révision du 10 juillet 2023, qui a été étendu le 8 décembre 2023 par un arrêté qui a été publié au JO le 15 décembre 2023. Alors pourquoi je suis aussi précise sur ces termes-là? Parce qu'on a très souvent la question de savoir à partir de quand cet accord-là est d'application obligatoire. Alors, pour habitude, les entreprises adhérentes à la fédération appliquent les accords et les avenants à la signature de ces accords et de ces avenants parce qu'ils sont adhérents à la fédération. Et les autres entreprises qui appliquent la convention collective mais qui ne sont pas adhérentes l'appliquent à l'extension de cet accord ou de cet avenant. Mais pour cet accord précisément, toute la commission sociale était d'accord pour une application obligatoire à une date fixe pour éviter tout ce qui était discrimination et bien entendu favoriser une égalité de traitement entre les salariés dans les différentes entreprises du secteur. Donc, il était prévu dans cet accord-là que l'application serait obligatoire un jour franc après la publication au JO. Donc, cet accord sera d'application obligatoire le 16 décembre 2024. Pour autant, les entreprises qui souhaitent l'appliquer avant, bah, ça pose pas de problème et puis ça peut être aussi progressif, hein, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu connaissance de cet accord-là, qu'aujourd'hui on en parle en webinaire, vous avez tout à fait la possibilité de le mettre en place de manière progressive ou de pouvoir harmoniser ce que vous avez déjà mis en place avec ce qu'il est demandé dans cet accord-là. Et puis, autre question, j'anticipe un peu les questions que j'ai déjà eues en amont. On avait eu une question sur les salaires minima d'avril 2024, la question de savoir pourquoi ce n'est pas la nouvelle grille qui était déjà prise en exemple pour appliquer les SMC de 2024. Alors non, puisque cet accord est d'application obligatoire le 16 décembre 2024, les SMC d'avril 2024 sont sur l'ancien accord avec les anciens
coefficients parce qu'on ne peut pas mettre en place des coefficients qui ne sont pas d'application obligatoire. Mais vous avez tout à fait la possibilité, si vous décidez de mettre en place cette classification avant la date du 16 décembre, d'appliquer les nouvelles classifs et puis d'y appliquer les nouveaux salaires minima. Parce que je vous rappelle que la formule de calcul d'un salaire minima, c'est la partie fixe, qui est précisée dans l'avenant salaire, hein, c'est la partie fixe plus le coefficient multiplié par la valeur du point. Donc, si on dit que maintenant le 210, en 16 décembre 2024, ce sera un 215, bah, vous pouvez tout à fait adapter la formule de calcul. Mais en tous les cas, ça ne peut pas être officiel avec l'avenant sur les salaires minima de 2024. Ça le sera avec les salaires de 2025. Alors, voilà pour le petit contexte. J'espère que ça vous a aidé à comprendre certaines choses au niveau de la branche. Là, on va vous montrer un peu les outils qui ont été mis en place et qui ont fait l'objet d'une évolution avec cet accord du 10 juillet. Donc, il y a 3 outils, hein. Là, on va être il y aura la révision de la grille des classifications, la réactualisation des dispositions conventionnelles et la création de fiches emploi repères. Donc, on va voir ces 3 outils-là les uns après les autres. Donc, la révision de la grille des classifications, c'est bien entendu le cœur de l'objet de l'accord du 10 juillet 2023. Donc, on a modifié avant tout la numérotation des niveaux. Hein. Vous savez qu'il y avait des enchevêtrements avec des chevauchements avec les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres. Ce n'était pas toujours très, très lisible pour les salariés ni pour les employeurs. Du coup, maintenant, on a des niveaux en continu. Hein. On avait 7 niveaux auparavant. Et maintenant, on a 9 niveaux en continu, ce qui permet d'avoir plus de clarté et puis d'avoir une certaine continuité dans l'évolution des salariés dans l'entreprise. La deuxième révision, enfin la deuxième modification, les coefficients 210 et 225 deviennent les coefficients 215 et 230, pour plus de respiration entre chaque coefficient. Le coefficient 245 est créé pour permettre une évolution de carrière des salariés ouvriers employés. Les notions d'aide opérateur et de chauffeur opérateur disparaissent au profit d'un vocabulaire un peu plus moderne qui met en avant l'expertise du salarié ouvrier. Donc, on va sur des notions de technicien et de technicien expert. Puis, on a aussi l'opérateur, opérateur, technicien et technicien expert. Ensuite, on a la création des coefficients 320 et 500 pour les agents de maîtrise pour permettre davantage d'évolution de carrière pour cette catégorie. On a supprimé le coefficient 760 pour la catégorie agent de maîtrise parce qu'on s'est rendu compte, notamment à travers le bilan social de la branche qu'on vous demande chaque année, qu'en fait, le 760, il est très, très peu utilisé, voire pas utilisé dans la pratique. Donc, on ne voyait pas trop l'intérêt de garder ce coefficient-là au niveau des classifications. Et puis, on a supprimé de la catégorie technicien pour la mettre sur la notion vraiment d'appellation des ouvriers et puis sur la catégorie technicien agent de maîtrise. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à saisir parce que on est habitué à dire catégorie ouvrier, technicien agent de maîtrise et cadre. Et maintenant, on se retrouve avec ouvrier employé, agent de maîtrise et cadre. Vous nous direz si vous avez des difficultés d'application par rapport à ça dans les entreprises, si ça pose problème. Alors, il y avait une question que j'avais eue aussi qui peut peut-être vous intéresser par rapport au changement de niveau. C'est une question qu'on nous avait posée parce qu'effectivement, c'était déjà le cas quand on avait supprimé le coefficient 160. Rappelez-vous la problématique du personnel qui avait l'impression d'être rétrogradé parce que leur niveau changeait. Alors que ce soit clair là-dessus, les niveaux sont une appellation conventionnelle, donc on n'est pas sur une modification du contrat de travail, mais simplement sur une modification de l'appellation de niveau. On n'est pas sur une modification de la fonction, sur une modification du coefficient, c'est vraiment l'appellation du niveau. Et ça, c'est important à retenir. Et pour essayer d'anticiper cette problématique, l'important, c'est vraiment de la communication, c'est-à-dire bien expliquer aux salariés que c'est la branche qui a décidé de changer les choses, mais que ça n'a pas d'impact sur leur contrat de travail, ni leur fonction, ni leur emploi de tous les jours. Donc, je pense que ça, c'était une question qui pouvait être
assez actualisé aujourd'hui avec l'accord du 10 juillet et qui sera probablement encore posé dans les mois qui viennent. Donc pour vous faire une petite illustration de ce qui a été modifié au niveau des grilles de classification, je vous ai fait un petit avant-après avec l'état actuel de la grille des classifications. Là, on est sur celle des ouvriers employés et celle au 16 décembre 2024. Donc, vous voyez l'ajout des coefficients 215, enfin l'ajout, le passage de 210 à 215, de 225 à 230 et la création du 245. Pareil, comparatif pour les techniciens et agents de maîtrise. Alors, vous voyez, techniciens, agents de maîtrise pour l'état actuel de la classif, et au 16 décembre 2024, ce sera plus qu'une grille de classification pour l'agent de maîtrise, pour les agents de maîtrise. Donc, avec la création de deux coefficients, 320 et 500, et vous voyez aussi l'illustration de l'évolution des niveaux qui changent, puisque là, sur les agents de maîtrise, on commencera au niveau 4 et plus à la reprise du niveau 3. Pour les cadres, pareil, vous voyez la reprise du coefficient de la création du coefficient 500 au 16 décembre 2024 et le suivi des niveaux jusqu'au niveau 9. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on les reprendra après, mais faites-les au compte-gouttes. Et puis après, si jamais il n'y a pas trop de questions, on pourra même rouvrir les micros pour échanger sur ces sujets. Deuxième outil qui a fait l'objet de modifications par l'accord du 10 juillet, c'est la réactualisation des dispositions conventionnelles relatives aux classifications. Parce que bien entendu, quand vous touchez au classif, il y a des choses à faire au niveau de la rédaction même et du contenu de la convention collective. Donc, on a tout relu par partie, et on a modernisé et actualisé les termes et le vocable. Et ça, c'était très important parce qu'il y a des choses dans la convention collective qui n'étaient pas très parlantes. On ne dit pas qu'on a révolutionné, il y a peut-être des choses qui ne seront pas encore très, très compréhensibles, mais on essaye au fur et à mesure d'être cohérent. Donc, on a modernisé, bien entendu, l'introduction des dispos conventionnels. Et puis, on a supprimé donc le terme technicien à tous les niveaux en tant que catégorie pour l'intégrer en tant qu'appellation du métier d'ouvrier. On a introduit la notion de fiche emploi repère, outil qu'on verra après, qui aide au placement des salariés de la branche dans la grille de classif. On a introduit pour le coefficient 170 la notion du passage du coefficient après le délai de 12 mois qui existait auparavant sur le coefficient 160. On a introduit pour le niveau 2, échelon 1, au coefficient donc 200, la notion de permis poids lourd comme élément de positionnement. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on n'a absolument pas voulu faire d'un diplôme ou d'une habilitation un moyen de pouvoir passer d'un coefficient à un autre. Vous pourrez voir dans la convention collective, dans cet accord du 10 juillet qui va modifier la convention collective, que cette notion de permis poids lourd comme élément de positionnement, elle a vraiment été faite avec une rédaction particulière. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer la convention. Je vous ai mis ça un peu différemment pour que vous puissiez le voir. Attendez. Voilà, c'est pour vous souligner la manière dont ça a été rédigé. Donc là, on est sur le niveau 2, échelon 1, qui correspond au coefficient 200, donc principalement le coefficient on va dire 60% des ouvriers, peut-être même plus. Donc, on a rédigé cette partie de telle façon. Un salarié présent dans l'entreprise depuis au moins 2 ans de travail effectif et de période assimilée et dont l'activité nécessite d'être titulaire d'un permis poids lourd dans l'entreprise sera automatiquement positionné à minima au coefficient 200. Attention, on parle bien de 2 ans de travail effectif et de période assimilée, avec la nécessité d'être titulaire d'un permis poids lourd. Ce n'est pas celui qui accompagne le chauffeur, mais c'est vraiment celui qui sera dans la conduite pendant 2 ans de travail effectif. Donc ça, c'est très important parce que ça vous permet vraiment de voir qu'on n'a pas voulu faire d'une habilitation ou d'une formation un élément, un critère qui permet de passer d'un coefficient à un autre. C'est vraiment une compétence. Ensuite, autre modification, l'introduction pour le niveau 2, échelon 2, de la notion de CQP assainissement, le certificat de qualification professionnelle qui est en cours d'écriture dans la branche, qui existait auparavant mais qui ne fonctionnait pas bien. Donc, on modifie les choses et il avance très très bien, qui sera ouvert à toutes les entreprises et on vous
Vraiment, on vous sollicitera pour nous présenter des salariés pour passer ce CQP qui sera vraiment une référence au niveau de la branche et du métier. On est sur, on a du coup, on l'a intégré au niveau de la convention collective parce qu'il nous semble important. Donc, quelqu'un qui sera au coefficient 200, alors, on l'a mis à l'échelon 2 qui correspond au 215. Pourquoi? Parce que le salarié qui a validé un CQP porté par la branche se positionne à minima à cet échelon, au plus tard dans le mois suivant sa validation. Dans le cas particulier où le salarié déjà positionné à cet échelon valide un CQP, il accédera à minima à l'échelon supérieur au plus tard dans le mois suivant sa validation. Ce qui veut dire, ce sont des choses particulières qu'on pourra reprendre dans d'autres webinaires parce que c'est peut-être pas très clair parce que c'est vraiment important de pouvoir être précis sur ces sujets-là. Mais le CQP, ça veut dire que quelqu'un que vous présentez en CQP au coefficient 200, s'il valide le CQP, il sera en 215. S'il est en 215 et que vous le présentez pour le CQP, il sera en 230. Ce qui veut dire que si vous travaillez sur vos classifications actuellement, il faudra être vigilant à ne pas tout de suite mettre vos ouvriers au 215 ou au 230 si vous souhaitez leur faire passer le CQP. Ça vous donnera une certaine marge de manœuvre. C'est des choses qui sont à prendre en considération. J'arrête ce partage-là pour reprendre le PowerPoint. Non, je ne sais pas si ça marche. Non, a priori. Je ne propose plus. Je vais faire autrement. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Autre modification, plutôt une création et une redéfinition de certains échelons qui ont été créés, puisque des coefficients ont été créés, des échelons ont été créés. Donc, on a défini l'échelon 4 au niveau 2 qui correspond au coefficient de 245. Pareil pour le 320 et pour le 500. Et pareil pour le 580. Alors effectivement, la création de ces coefficients, c'est avant tout pour permettre plus de respiration dans la convention collective et permettre aux entreprises de faire évoluer de manière plus facile leurs salariés dans la grille. Bien évidemment, cette grille, elle est à titre indicatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être moins favorable, mais vous pouvez tout à fait, et c'est ce qu'on vous recommande, vous l'approprier au niveau des entreprises en fonction de votre pratique, du profil de vos salariés, et puis de ce qui peut vous intéresser aussi pour faire évoluer vos salariés. Dernier outil qui a été créé par cet accord du 10 juillet, les fiches emploi repères. Alors, c'est tout nouveau pour nous, ça n'existait pas auparavant. Il en existe dans pas mal de branches, comme notamment le recyclage. Et on trouve ça assez intéressant parce que ça permet notamment aux TPE qui nous appellent souvent à la Fédé pour savoir comment classer un salarié qui arrive par rapport à un autre qui a de l'expérience de 4 ans, par rapport à un autre qui a un certain diplôme, comment pouvoir être cohérent sur la classification de ces salariés. Alors, la notion d'emploi repère, ça représente un métier, une spécialisation. Ça peut être l'opérateur, le technicien ou encore l'assistant d'exploitation ou le chef d'équipe. A priori, c'est ce qu'il y a dans le contrat de travail lors de l'embauche ou sur l'avenant au contrat de travail ou surtout sur ce qui est marqué dans le bulletin de paye. Ça illustre les échelons à l'intérieur des niveaux qui existent dans la convention. Donc, ça n'a pas un contenu unique, hein, ça peut tout à fait varier. Nous, on a essayé d'interroger toutes les entreprises pour essayer de voir ce qui globalement caractérisait l'opérateur, globalement caractérisait le technicien expert. Et donc, ça se définit par des attributions à réaliser et par des compétences requises. Mais un emploi repère peut exister sur plusieurs échelons, plusieurs niveaux pour prendre tous les contenus existants dans les entreprises. Un emploi repère, ça peut aussi avoir plusieurs coefficients possibles. Et donc, vous pouvez le voir là, je crois que je vous l'ai mis, voilà. Les fiches emploi repère, je vous ai pris celle du technicien et de l'assistant administratif. Et vous voyez qu'en fait, au niveau de la classification, on se retrouve face à une fourchette. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un niveau fixe, on est sur plusieurs niveaux, plusieurs échelons. On vous a proposé une définition aussi, si je prends celle de technicien, une définition de l'emploi repère. Donc, c'est ce qui fait à minima. On sait pas du tout, on n'a pas fait une liste à la Prévert, mais au moins ça vous donne une définition.
les emplois rattachés dans les différents secteurs, dans les différentes spécialisations, et puis les autres appellations utilisées. Ça, c'est pour vous aider aussi à passer d'un vocable à un autre, d'être dans l'expertise de vos salariés, et puis voilà, de pouvoir aider les TPE et les PME dans l'appellation, et puis dans l'explication aussi aux salariés qui arrivent. Ensuite, une partie sur les spécificités de l'emploi repère, sur les tâches. Et puis après, on a essayé de dresser les activités principales au niveau technique, commercial, communication et QHSE. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fait au niveau de toutes les fiches emploi repère. Alors, il n'en existe pas beaucoup, hein. Il en existe 5 pour le moment. Opérateur, technicien expert, assistant administratif, assistant d'exploitation pour faire aussi une partie employée. Mais elles sont vraiment à titre indicatif. Elles peuvent évoluer avec le temps. On verra comment elles sont utilisées et si elles correspondent aux besoins. Et puis potentiellement, on pourra en créer d'autres, hein. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, de faire pour les QHSE ou pour d'autres fonctions support et management de l'entreprise. On verra. Bien entendu, c'est vraiment vous qui nous direz ce que vous en pensez et comment elles vous sont utiles. J'ai fini de la présentation. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, mais on est vraiment sur une présentation globale des outils. Tout le monde s'est investi au niveau de la branche, c'est très important. Les entreprises, on les a toutes sondées et bien entendu, on peut passer à côté de certaines choses, mais on est vraiment toujours sur quelque chose qui doit répondre aux besoins de tous. Bien entendu, je vous répète, c'est pas une révolution, mais c'est une évolution. Vous voulez plus de reconnaissance, de technicité et d'expertise des salariés de la branche. Et puis une évolution professionnelle dans une branche où les métiers sont quand même importants et il faut les mettre en avant. Donc, ça nous sert aussi pour tout ce qui est formation et puis partie recrutement. Voilà, mais n'hésitez pas à me poser des questions et puis à me dire ce que vous en pensez aussi et puis ce qu'il serait possible d'améliorer ou d'ajouter. Et on est vraiment à votre écoute. Merci. Alors, vous avez été super sage parce que je crois qu'il n'y a pas de questions, quoi. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous donne la parole? Est-ce que vous voulez qu'on rallume les micros, Charles? Et puis, est-ce que vous voulez nous faire part de vos commentaires? C'est bon, c'est allumé. Donc, vous pouvez avoir la parole. Si jamais, vous pouvez lever la main et puis prendre la parole pour vos recommandations, vos propositions, vos remarques. Je vais peut-être prendre la parole. Bonjour Samantha. Oui, Daniel. Bonjour à tous autour de la table. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai vu un petit peu passer les différents mails, etc. J'ai échangé avec Tiffaine, ma collègue, qui est également en visio. Et c'est vrai que l'arrivée de ces fameuses fiches emploi repères et la respiration que vous avez donnée dans la grille, enfin, tout me paraît en tout cas aller dans le très bon sens, quoi. Voilà. En plus avec cette fameuse les spécificités commerciales, QHS, etc. que l'on attend. Pour moi, en tout cas, je vois ça arriver d'un très très bon œil, quoi. Voilà. Je trouve que c'est bien fait et c'est même on reproche souvent un manque de pragmatisme et là on sent une bonne patte de pragmatisme qui arrive avec ça. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant pour ma part. Voilà. Donc j'ai pris la parole en premier pour essayer de déclencher les autres. Merci Daniel, merci, ça va libérer, ça va délier les langues. Voilà. Merci, en tout cas c'est super. Merci Daniel pour ton retour. Eric. Un des membres de la commission sociale, il faut le dire. Par contre, votre micro, il est fermé, Eric. Vous m'entendez? Très bien. Ah, bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Oui, je voulais juste intervenir pour remercier Samantha de la qualité de la présentation qui a été faite, qui illustre parfaitement l'esprit et le sens qu'on a voulu donner à l'évolution de notre grille salariale dont on parlait depuis déjà très très longtemps, et avec l'objectif principal effectivement de l'aérer et de donner du sens à la fois pour les équipes de nos différentes entreprises, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, pour valoriser comment dirais-je, les compétences et les qualifications des salariés de nos équipes. Voilà ce que je voulais simplement ajouter en tant que membre de la commission.
Merci Eric. Après, vous dire aussi que si vous avez des questions spécifiques et c'est ce qui va se passer à mon avis, hein, là on est sur les prémices de l'application de cet accord-là, mais n'hésitez pas à m'appeler par échange de mails, etc. Si vous avez des cas particuliers, c'est déjà le cas dans certaines entreprises et on arrive à trouver des solutions. Il faut pas hésiter, on est vraiment là pour ça. Alors, c'est sûr, je reprends la parole et je rebondis sur ce que vient de dire Eric. Et c'est sûr que pour nous, avec la tension qu'il y a sur le personnel actuellement, c'est vrai que c'est un vrai outil pour lorsque on participe à des forums emploi, etc. Ça permet d'embarquer ces documents et de pouvoir un petit peu, d'être un peu plus précis, de rentrer dans le cœur de. Souvent, on explique un peu tout notre métier, mais au moins d'avoir un document comme ça de la convention au fédéral qui arrive pour appuyer et voir que ils arrivent dans une structure, c'est bien organisé au niveau à l'échelon national, etc. quoi. Et qu'on soit à Paris ou à Marseille, c'est un peu la même chose qui est proposée. Ça, c'est pour moi en tout cas un gros point lorsqu'on va dans des speed dating emploi, etc. quoi. Ça, Ouais, c'est je pas pense que vous servez aussi, Daniel, je pense qu'on sert aussi pas mal des vidéos qui sont un bon outil aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que ce sont des supports qui sont utiles. Oui, tout à fait. Thomas a reçu des personnes ici dernièrement et leur a passé des vidéos qui les projettent directement dans le métier. Exact. Est-ce qu'il y a des entreprises autour de la table qui ont déjà commencé à appliquer cet accord-là du 10 juillet? C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tellement de questions, mais je pense que vous avez quand même essayé peut-être de prendre connaissance de l'accord pour voir ce que ça changeait chez vous. Oui, Samantha. Oui? J'en profite pour poser une question. Là, on n'a pas encore appliqué l'accord et on va le faire plutôt sur la fin d'année 2024. Je prends l'exemple de notre société où on a beaucoup nous, on va dire que le coefficient utilisé le plus fréquemment, c'est le 185 pour des opérateurs, chauffeurs opérateurs, mais nous, on emploie le terme d'opérateur. Ce sont des gens qui, pour 95%, je passerai en coefficient 200. Ouais. Moi, en fait, c'est l'articulation avec l'emploi repère. L'emploi repère, c'est une fonction, c'est une appellation. C'est demain, en les passant au coefficient 200, est-ce que je suis tenu de les appeler techniciens d'assainissement, par exemple? L'articulation avec l'emploi repère, je pense, nécessite peut-être des précisions. Oui, alors c'est pour ça qu'en fait, on l'a intégré aux dispositions conventionnelles. Je vais vous montrer quelque chose. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la convention, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est toujours un peu rébarbatif le contenu d'une convention, mais c'est assez parlant quand même. C'est-à-dire que on a mis les exemples de fiches emploi repère et les appellations à côté des coefficients. Vous voyez comment c'est présenté? Ce sera comme ça dans la convention collective quand l'accord sera d'application obligatoire. C'est pour inciter à changer le nom. C'est pour inciter à changer le nom et effectivement, je pense qu'au fil du temps, mais il faudra du temps, hein, mais au fil du temps, voilà, dorénavant, ceux qui ont le coefficient 200 seront automatiquement appelés techniciens. Mais on n'est pas obligé de les appeler techniciens. C'est pour ça que dans la fiche emploi repère, on met bien qu'il y a des autres appellations. Mais voilà, il faut qu'on tende vers cette appellation pour qu'on reconnaisse cette certaine expertise et que finalement on soit harmonisé avec les autres entreprises et qu'on sache à quoi ça correspond comme attente au niveau des tâches potentielles et puis des prérequis. Est-ce que ça répond à la question, Eric, ou pas? Oui, ça répond. Mais ce n'est pas une obligation conventionnelle de les appeler techniciens, c'est ça que je veux dire. Oui, après, c'est ce vers quoi on tendait quand on a parlé aussi de la valorisation de nos métiers. Donc, c'est ce qui est très intéressant. Ça va de pair, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est Madame Morin ou Monsieur Morin qui s'est connecté. Oui, bonjour, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Maxime, je suis le directeur des exploits, moi, chez la SS1. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, merci effectivement pour cette clarification et cette présentation. Évidemment, on s'est déjà préoccupé des changements à venir et de cette mise aux normes, on va dire. Effectivement, on se servira de l'appellation de l'emploi repère pour permettre et expliquer ce changement qui, chez nous,
risque de prendre un certain temps, donc il va falloir qu'on l'étale. Hein, c'est un sujet qui est important, et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, il va falloir qu'on communique de manière assez forte, notamment avec des salariés qui ont une certaine ancienneté. Voilà, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. On se dit qu'il y a du pain sur la planche. Voilà, en tout cas, avec les nouveaux contrats, les nouveaux entrants, on va mettre en place directement ça, et le reste, on va essayer de l'étaler, et ce, afin de préserver l'équité entre les différents salaires, les différentes appellations, etc. Mais probablement, on reviendra vers vous sur des sujets un peu particuliers chez nous. Après, on sera preneur et où pour travailler avec vous, peut-être avec des présentations, même si le but, c'est pas faire de la réunionnité aiguë avec l'ensemble de nos salariés, mais ça nécessitera, nous, en tout cas, je pense, des parties collectives pour expliquer exactement ce qu'on va faire. Et pourquoi on le fait, voilà, pourquoi on leur change. On utilisera en tout cas l'appellation emploi repère pour justifier le changement d'indice et ou de niveau si c'est le cas. Mais on a un très grand travail à faire. Aujourd'hui, nous, on a reçu un papier donc, qui est sur les changements au 1er avril 2024. On n'avait pas la nouvelle, les 9 catégories, là, les 9 niveaux les uns dans les autres, on ne les avait pas. Alors, on n'a peut-être pas le bon document. Je ne sais pas où on peut aller les chercher. Je vais peut-être avec Didier et vous. Je pense que vous parlez de la convention, tout simplement. Et en fait, quand on avait la première circulaire, j'ai oublié de vous dire que quand effectivement on avait publié la circulaire pour vous avertir de l'extension et puis du changement au niveau des classifs, il y avait une circulaire de décembre. Et je pense que l'accord était rattaché au mail. C'est ça. Si jamais il y a besoin, je le renvoie, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il va être attaché au mail, donc pas forcément facile de le retrouver. Mais n'hésitez pas, je vous le renvoie. Oui, on le voit, notamment, il y a aussi l'augmentation des paniers, etc. Enfin, il y a 2-3… Alors ça, c'est l'avenant sur les salaires, mais qui correspond à celui d'avril 2024. Mais on n'est pas sur les mêmes… on a vraiment déconnecté les salaires de la classif. Hein. Okay. C'est important. Mais pour revenir sur ce que vous dites, effectivement, bien sûr, on ne va pas changer, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais on va tous aller dans le même sens. Et c'est ça qui est important au niveau de la branche, je pense, et puis de bien déterminer et de bien reconnaître nos salariés, parce que chauffeur-opérateur, ce n'est pas vraiment finalement toujours valorisant, et on a trop associé les opérateurs avec leurs camions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait tous autour de la table, il faut vraiment distinguer l'expertise du salarié de son matériel et de l'utilisation de son matériel. Donc, il y a toute une évolution qui va se faire, mais c'est… ça, pour nous, c'est un super outil. C'est-à-dire que dans nos process de recrutement, effectivement, on explique très bien un chauffeur PL qui arrive chez nous qui ne va pas faire de la messagerie et que son permis poids lourd est un outil parmi d'autres et qu'il a une autre plus-value. Et voilà, ça va permettre de valoriser aussi le métier. Et ça, pour nous, c'est super. Et effectivement, une meilleure compréhension avec Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, et ou d'autres organismes qui peuvent nous amener d'autres salariés. En tout cas, merci. Merci à vous pour votre question et votre témoignage. Mais c'est vrai qu'avec France Travail, ils ne comprennent pas toujours. Avec la FEDI, on avait essayé de faire un job dating pour expliquer nos métiers. Il a fallu qu'on soit présent, et c'est les vidéos métiers qui avaient aidé, parce qu'en fait, autour de la table, le sourcing qu'ils avaient fait, a priori, c'était principalement des gens qui voulaient être transporteurs routiers. En fait. Et ils ne comprenaient pas qu'on ait vraiment une réelle activité de prestation et qu'on n'était pas que dans la conduite du véhicule. Donc, je pense que ça va aider. Ça va aider. Et puis, Maxime, pour vous répondre aussi, s'il y a besoin, on peut tout à fait avoir un échange téléphonique. Je peux même me déplacer si vous avez des questions et qu'il faut qu'on s'entretienne plus longuement pour essayer d'appliquer ces classifs. Moi, je suis vraiment à votre disposition si vous avez besoin. Eh bien, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que d'autres ont des questions ou des spécificités ou des sur… J'ai 2-3 personnes qui interviennent en dératisation. Ouais. Donc, la CS3D n'a pas intégré ce travail. Non, du tout, parce qu'en fait, on est vraiment sur la convention collective assainissement maintenance. Eux ont leur propre convention. On n'a pas travaillé du tout avec eux. On n'a pas travaillé du tout de concert avec eux. Okay. Pour autant, après, s'il y a des choses qui étaient relatives au 3D déjà, parce qu'on sait très bien que dans nos métiers, on fait un peu de 3D, ça peut totalement être une activité qui est associée à une autre activité principale. Eric ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, pour avoir aussi échangé à propos des appellations avec les gens qui sont dans la partie contrôle de réseau,
Eux nous ont expliqué que les dénominations des emplois repères qu'on a proposées ne leur conviennent pas pour une raison simple, c'est qu'ils ont des dénominations obligatoires imposées par le COFRAC. Et donc, ça ne correspond pas exactement, mais ça n'empêche pas, hein, ils vont adapter aussi, leurs appellations et en tout cas leur classif par rapport à ce qui est proposé dans la convention. Mais eux resteront sur des appellations qui sont normées par rapport à leur activité. Alors eux, étant donné qu'en plus, ils sont plus employés ou agents de maîtrise, on n'a pas vraiment fait de fiche Oui, emploi repère encore, donc on pourrait peut-être adapter les choses si besoin. Oui, exactement. D'accord. Et nous, chez nous, on est en train de parler de techniciens en maintenance industrielle, techniciens en assainissement, techniciens en hygiène immobilière. Donc, pour préciser le domaine d'activité dans lesquels les gens pratiquent. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait ce qu'on a suggéré dans les fiches emploi repère. Après, il faut se l'approprier et puis essayer de coller un peu à la réalité terrain, parce que ce qu'on fait chez Malaisieux, on ne le fera pas chez Beauvau ou chez VTV. Donc, effectivement, on n'a pas les mêmes appellations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Je vois des personnes partir, donc il y a peut-être plus de choses essentielles. Par contre, si vous avez un besoin, une envie de webinaire sur un sujet particulier, je me dis que tant qu'on a la possibilité de le faire désormais, si vous avez des sujets qui vous intéressent, alors pas forcément des sujets sociaux, mais ça peut être de la sécurité, de la formation. Voilà, n'hésitez pas à faire la demande. On peut vraiment s'adapter ou faire des points aussi d'actu. Si vous avez besoin, je sais qu'on vous envoie Maillage Hebdo, mais s'il y a des circulaires sur lesquelles vous voulez qu'on approfondisse des choses, là, je ne vais pas tarder à faire une circulaire sur les congés payés puisqu'il y a des changements. Bon, là, on reste sur le social, mais s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à en faire la demande. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être l'heure de peut-être déjeuner pour certains qui ont commencé très tôt. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci On était un certain nombre, ça fait très plaisir. Et puis, au plaisir de vous avoir à nouveau, peut-être Amaury, oui, sur l'actu sociale. On se passe. Merci à vous. Merci, belle journée à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.